Salut tout le monde, bonjour l'escadron et bienvenue à un autre extraordinaire podcast avec votre coach et formateur préféré Carl. Comme dans tous les webinaires et tous les podcasts que je fais, je vais juste aller voir dans le groupe Facebook, m'assurer que tout fonctionne correctement. Puis après ça, je vais faire A commercial tout le monde pour faire chier tout le monde. Avec cette fameuse notification-là, je fais le test. Et Frank, je ne me vois pas, mais peut-être que je suis là. Tu ne me vois pas? Parce que on est supposé être live, on est en test, mesdames et messieurs. Hey, voilà, je me vois, le gros, c'est bon. Parfait. Numéro 1, fait que, hey, on voit la toile à ma blonde en arrière, c'est quand même nice. All right, fait que je fais un petit A commercial, tout le monde. Le monde, tu sais quoi, tout le monde, Eric? Je suis tellement confus en ce moment. Ouais, c'est un petit A commercial. J'ai compris aucune de tes phrases jusqu'à là. C'est bien correct, c'est bien normal. Mais t'as l'air d'avoir du fun dans le Voilà, et voilà. As usual, s'il vous plaît, vous savez que je fais ça entièrement gratuitement en ce moment. Si vous pouvez mettre un petit commentaire et dire qui écoute en ce moment, c'est quoi le nom de votre entreprise et de mettre un petit cœur, ça me ferait énormément plaisir parce qu'aujourd'hui, comme vous pouvez voir, on est dans les studios débiles de Gros à faire un podcast sur la construction et la technologie. Et le titre du webinaire est... Où est-ce qu'il est? Il est ici. Le futur de la technologie pour les entreprises de la construction évolue ou crève. Avec qui qu'on est aujourd'hui? On est avec Éric Bourget. Ça fait un bon 3-4 ans que je connais Éric, qui est fondateur de la compagnie Half Serious. Puis chez Half Serious, qu'est-ce qu'ils font? Ben, Éric va vous nous le dire dans quelques instants. En fait, Éric, tu pourrais te présenter à l'instant, mon ami. Merci, Carl. Donc, comme tu as dit, Éric, je suis fondateur de Half Serious. Ça fait 12 ans qu'on opère maintenant. On a commencé vraiment, nous, comme étant spécialisés en design. Et puis, tranquillement, pas vite, on s'est mis à tomber dans du logiciel sur mesure, qui est vraiment ce qu'on fait aujourd'hui. All right, pour vous mettre en contexte, c'est quoi du logiciel sur mesure? Eric, c'est un peu comme... c'est un entrepreneur général, puis il travaille pour des promoteurs immobiliers. Fait qu'il y a des gens qui ont des concepts de logiciels ou des enjeux technologiques ou whatever, mais qui n'ont pas forcément l'équipe pour bâtir ces infrastructures-là, bâtir ces projets-là. Ben ces gens-là, ils appellent Eric. En général, ils ont quand même gros budget. Puis ils poussent l'idée, puis c'est ces personnes-là aussi qui vont pousser le logiciel, puis que des fois, ils vont le vendre, des fois, ils vont l'utiliser plus à l'interne. Pour nous mettre en circonstance, peut-être qu'est-ce qui serait nice, ce serait que tu nous parles en partant du projet Avenue One, dans lequel j'ai participé un peu. Oui, bien, t'as toujours aimé cette histoire-là. Moi aussi, je l'aime beaucoup. En fait, je pense que ça va donner un super bon exemple. Là, nous, notre spécialité, c'est de travailler avec des compagnies qui ont atteint une genre de limite dans leurs opérations, puis qui pensent probablement à raison qu'un logiciel sur mesure va les aider à dépasser cette limite-là. Fait que c'est le cas d'une compagnie à New York qui s'appelle Avenue One. Puis eux, leur but, c'est qu'ils avaient reçu un gros investissement, puis ils devaient se mettre à inspecter 10 000 maisons par mois, puis en acheter 1000. Fait que t'imagines le volume de transactions qu'il faut que tu fasses. Fait que nous, pour faire une histoire courte, on a monté une plateforme qui permet à tous les 15 minutes de downloader toute l'information de toutes les maisons qui sont à vendre aux États-Unis. Fait qu'on prend ça de Zillow, de House Canary, d'une couple de différentes bases de données. Toutes ces bases de données-là, la donnée est structurée d'une façon différente. Fait qu'on amène ça dans un lac de données, on clean le data, on met ça à une équipe de, je crois qu'ils sont 8 underwriters. Ces 8 underwriters-là, ils ont une interface sur mesure qui leur permet de regarder les maisons que l'engin d'intelligence artificielle leur a données pour être capable de dire, bon, ben, tu sais, le système pense que tu devrais regarder ces 10 maisons-là. Ils les regardent, ils ont accès aux photos, etc. Ils décident, OK, on va faire une offre. Puis c'est le système qui s'occupe de parler au transaction manager après pour que l'offre parte. Puis il y a toutes sortes de règles en place pour, genre... si la personne en Jacksonville, en Floride, répond avec une contre-offre qui est plus que 7,2 % de l'offre, on arrête tout de suite et on passe au prochain versus on continue la négociation. Parce que les autres, c'est le volume. Je te garantis qu'en ce moment, je n'étais pas au courant de la première partie du scraping sur Internet. C'est sûr qu'en ce moment, j'ai une couple de clients qui ont une semi-croquante. Mais c'est pas du scraping. On paye pour l'accès à ces bases de données-là. Okay. Puis je crois que dans le cas de House Canary, c'est 1 million par année.
OK, ben, même s'il y a un prix qui est payé, le fait que tu aies réussi à faire ce que... Écoute, sérieusement, je pense que... Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais déployer au Canada, ce genre de choses-là? On n'a pas le droit d'utiliser... Tu sais, ce qu'on développe pour le client, c'est sa propriété intellectuelle. Okay. Par contre, ce que je te dirais, c'est qu'en faisant ça, on apprend énormément, qui fait en sorte que si on avait un projet similaire à faire, on saurait en tabarnouche où est-ce qu'on s'en irait. T'sais. Puis toi, dans le fond, dans le cas d'Avenue One, c'est que vraiment la compagnie, elle achète 1000 maisons par mois, mais elle les flippe. Puis après ça, elle les loue, right? Elle les flippe pas, mais en fait, oui, en fait, t'as raison. Fait que la première étape, quand ils font une offre, puis l'offre est acceptée, c'est sous condition d'une inspection. Fait que t'imagines, il faut qu'ils soient capables d'envoyer des inspecteurs partout. Puis ils n'ont pas des inspecteurs dans toutes les villes. Fait que ces inspecteurs-là doivent se faire donner dans les mains une app qui leur permet d'aller dans ces maisons-là, de prendre des photos, de renvoyer ça au Transaction Manager pour que lui dise... Ça a l'air, on a l'air d'avoir un genre de 30 000 à mettre pour taper cette maison-là, pour la rendre à un certain grade. Je simplifie beaucoup parce que selon le quartier, ils vont vouloir que ce soit un grade A, un grade B ou un grade triple A. Puis ça va dépendre de combien d'argent ils vont mettre pour la rénovation. Ils remettent ce chiffre-là dans le système recalcule l'offre d'achat qu'ils devraient faire, puis après ça, ils font cette affaire-là. Fait qu'il faut être capable de collaborer avec des inspecteurs qui sont sur le terrain, puis être capable aussi de collaborer avec ces inspecteurs-là pendant que la rénovation se fait, pour être capable de dire oui, c'est beau, les travaux ont été faits comme ils étaient supposés. Ensuite de ça, ça devient un genre de operation manager parce qu'effectivement, il loue la maison. Fait qu'il y a des locataires qui rentrent. Puis après ça, il tombe dans un boost qui exploite cette propriété-là. Comme une compagnie qui fait gestion d'un portefeuille financier. Là. C'est ça. Eux autres, ils reçoivent de l'argent de gros investisseurs, genre KRR. Puis KRR leur disent, mettons, vous allez déployer $1 milliard dans le marché du single-family home aux États-Unis. Vous allez m'acheter tant de maisons pour me monter ce qu'ils appellent un buy box. C'est comme les critères là, qu'ils utilisent pour acheter des maisons. Vous allez me monter $1 milliard dans ce buy box-là. Vous allez les acheter, les rénover, les louer, les opérer jusqu'à ce que je décide de le vendre ou de le passer dans un deuxième marché parce que ces maisons-là, souvent, ils se vendent en portfolio. T'sais. Fait qu'il y a un portfolio de 1000 maisons qui vont passer. Un REIT, genre, pour ceux peut-être qui connaissent plus ce terme-là, un REIT, c'est un fonds d'investissement en immobilier. Tu sais, c'est sûr et certain que parmi tous les gens qui nous écoutent, il y en a plein qui se disent « Ah, moi, je vais partir une application, nanana. » Tu sais, que tout le monde a des idées de faire le prochain Facebook, mais on s'entend, Avenue One, c'est un projet qui est monstrueux, en quelque sorte. Oui, eux autres, Avenue One, monter cette plateforme-là, c'est sûr que c'est plus qu'$1 million juste pour le MVP. Là. Fait que c'est des grosses machines. C'est comme juste une première version du logiciel. Puis souvent, ce genre de clients-là, ils savent qu'un coup que tu commences, tu n'arrêtes plus. Tu es tout le temps en train de faire évoluer ta plateforme parce que au fur et à mesure que tu avances dans le marché, tu découvres des nouveaux problèmes, des nouvelles opportunités. Tu as tout le temps quelque chose à évoluer. Un produit, c'est tout le temps en mouvance. Je pense que c'est probablement quelque chose qu'on m'expliquait mal au début. Il y a certains clients qui se disaient, c'est un peu comme un site web, montre-moi ça, puis un coup qui est monté, that's it, on se reverra la prochaine fois. Mais un produit, tu sais, comme Monday, ils n'ont jamais fini d'investir dans Monday. Ils sont tout le temps en train de l'augmenter. Ces affaires-là, il faut vraiment que tu les vois comme un produit que tu déploies dans ton organisation pour être capable de faire ça. Ça prend des organisations qui ont une certaine envergure et un certain appétit pour devenir ce que j'appellerais des tech-enabled companies. En ce moment, là, le marché de la construction, c'est drôle parce que je pense que ce que tu veux dire d'un tech-enabled company, c'est des compagnies qui sont capables d'implanter de la technologie en continu au sein de leurs opérations. C'est un peu ça? Je te dirais que je pense que la vraie définition, c'est une compagnie dont les opérations sont basées sur de la technologie. Okay. Écoute, très semblable. Dans l'industrie de la construction, même en ce moment, il y en a qui commencent, qui nous regardent en ce moment, puis il y en a qui font 100 millions de chiffres d'affaires. Puis je vois que entrepreneurs généraux, là, à partir de 3, 4, 5 millions, ils commencent à devenir des tech-enabled companies, puis que leurs opérations sont vraiment bâties sur des logiciels. Puis quand on parle de logiciels, ça peut être Google Sheet, là, on s'entend, là, mais leurs opérations sont vraiment gérées dans un ordinateur. Puis comme tu disais, puis c'est très rare que je parle de technologie, puis de Monday, puis de ce que Gros fait dans nos podcasts, mais Gros, c'est exactement la même chose, c'est que ça ne finit jamais. Ouais. Parce que les entreprises de nos clients évoluent, ils ont des besoins continus, puis le point que tu as fait avec un site Internet, c'est vraiment bon parce qu'un site, tu peux le laisser quand même statique pendant 2 ans.
ton système opérationnel, à tous les mois, tu vas le tweaker, ajouter des affaires, vouloir avoir un rapport, vouloir avoir un bouton ici, des automatisations. Fait qu'il faut vraiment que les gens qui se disent « OK, je prends la direction de la technologie », après ça, c'est un lifetime. Là. C'est un budget là, que tu te mettes de manière annuelle. Avant d'aller plus loin dans des sujets D, j'aimerais ça que tu m'expliques de où tu arrives, toi, Éric Bourget. Tu veux dire comment j'ai parti cette business-là? Oui, exact. Mais ta carrière, là, ton CV. Là. Vite. Ben écoute, j'ai longtemps été, moi, à l'intersection du ludique puis du produit. Fait que je travaillais chez Megablocks avant comme ingénieur de projet. Ensuite de ça, brand manager. Ensuite de ça, je suis allé travailler chez Electronic Arts. J'ai été producer dans le jeu vidéo pendant longtemps. Je pense qu'à un moment donné, j'ai toujours eu le goût de partir quelque chose, mais j'ai eu 2 problèmes. Un, je savais pas quoi. Puis 2, j'avais toujours eu des jobs fucking cool. C'est fun de faire des jeux vidéo, tu sais. T'es comme, là, c'est comme le fun. J'aurais le goût de partir de ma propre affaire, mais... Puis en 2010, je suis allé à San Francisco à une conférence. J'ai vu des gens qui parlaient de gamification, qui était d'avoir une approche ludique à des logiciels qui sont pas des jeux, pour rendre ça plus engageant, mais surtout pour aller chercher plus de... Tu sais, il n'y a pas de raison pour que Monday ait autant de couleurs puis que ça soit aussi engageant avec des... Tu sais, il y a de la gamification là-dedans, même si c'est pas accumuler des points puis des choses comme ça. Fait que je me suis mis à vraiment m'intéresser à l'idée que, ultimement, ce qui fait la réussite d'un logiciel, c'est les users vont-tu décider de l'adopter. Right? C'est vrai pour des logiciels que tu peux aller chercher sur le marché, mais c'est vrai aussi pour des logiciels à l'intérieur des compagnies. Les gens se disent, anyways, ils n'ont pas le choix de l'adopter parce que c'est une audience captive, c'est des employés, tu sais, c'est ta job. Mais man, des employés, là, c'est capable de traîner des pieds solides si ça leur tente pas d'adopter. T'sais. Fait que je me suis mis à vraiment beaucoup m'intéresser à la psychologie autour de l'adoption du logiciel en entreprise. Fait qu'au fur et à mesure, au début, j'ai commencé, je montais des concepts. Après ça, j'ai embauché des designers. Après ça, je suis arrivé à un bout où les compagnies disaient on adore le concept, mais on n'est pas capable de le faire à l'interne. On n'a pas les devs ou les programmeurs, ou on n'a pas peut-être assez de programmeurs, ou on n'a pas les programmeurs qui connaissent ce genre de technologie-là. Puis, on a continué. Fait qu'on est tout le temps un pas en avance sur ce que nos clients savent en technologie. Fait qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'AI. Aujourd'hui, même nos clients, parce qu'on a des clients qui sont fondamentalement des clients en technologie, puis tout le monde se pose la question, tout le monde entend parler d'intelligence artificielle, puis ils se demandent, est-ce que ça va venir détruire ma business ou moi, je devrais m'en servir pour être mon prochain plateau? Fait que nous, en ce moment, on est en train de monter une équipe AI pour être capable d'accompagner les gens à faire ça. Fait que le but a toujours été de dire que ultimement, c'est le user qui est en charge. Fait que tous nos processus sont basés sur passer du temps avec les users, poser des questions, faire de la recherche de terrain. On a monté un système il n'y a pas longtemps pour faire de la gestion de flotte. Tu as comme des autobus, des camions avec des sensors dessus, mais on n'a pas fait un meeting à l'interne avec des programmeurs. On est allé sur le terrain. On a un designer qui est allé à Alma passer du temps avec des répartiteurs pour des routes d'autobus scolaires. Tu sais qu'à Alma, les gens sont étranges. Fait que, ils sont allés passer du temps là-dessus pour être capables à la fin de faire un logiciel que les gens vont avoir le goût d'adopter. Je pense que, s'il y a un mot qui résume la qualité qu'il faut avoir dans une transformation numérique, c'est l'empathie. L'empathie, là, c'est de comprendre les émotions des autres, comprendre comment ils se sentent, comprendre c'est quoi les émotions qu'ils ont quand ils checkent la plateforme, le système, parce qu'on a tendance à vouloir faire les choses trop complexes, trop compliquées, avec trop de fonctionnalités. Mais le meilleur exemple, c'est un iPhone. Là, les enfants jouent avec ça maintenant sans aucun problème. Ben, il faut à quelque part que le logiciel qui est utilisé par le staff soit extrêmement facile. Puis c'est là le génie. T'sais. Nous autres, dans Monday, honnêtement, on n'arrive pas encore à se dire c'est crissement simple. T'sais. Ah non, c'est gestion budgétaire, gestion des PO, gestion de la facturation, des dashboards de gestion de plein de trucs, des échéanciers, des Gantt. Fait que comment tu fais pour tout simplifier ça? Ben, comme tu dis, c'est en étant sur le terrain, en écoutant, puis en faisant ça correctement. Là, vous êtes quoi, à peu près 60, grosso modo, chez F-Serious? Juste rajouter une affaire sur ce que tu as dit que je trouve qui est quand même important, c'est que des fois, le processus d'aller voir le monde, puis d'un peu d'aller leur chercher leurs idées, puis de les impliquer dans le développement, ça fait en sorte que même si à la fin, ton logiciel va avoir une certaine complexité, parce qu'on s'entend qu'on ne fait pas des affaires faciles, là, ben
en impliquant plus de monde possible, en allant chercher leurs idées, t'as comme créé un groupe de personnes qui a hâte de voir ça venir, qui se sentent un peu impliquées. Tu sais, je vais souvent utiliser, moi, la phrase « We all want to feel like valued members of a winning team on an important mission ». Je m'excuse, j'ai pas la traduction facile, mais le but, c'est comme les gens sentent qu'ils ont été considérés. Ils sentent que le projet sur lequel on est en train de travailler est comme est en train de réussir parce qu'on envoie beaucoup de communication pour dire « Hey, ça avance, ça avance ». Puis à la fin, ben, ils savent que c'est important parce qu'on a pris le temps de leur expliquer pourquoi on faisait ça. Fait qu'à la fin, quand tu déploies ton nouveau logiciel, ben, tu as plein de monde qui sont là puis qui sont prêts à t'aider. Ça fait vraiment la différence, ça, entre designer quelque chose de ton côté qui est la solution parfaite, mais juste surprendre tout le monde avec ça, versus créer un mouvement pendant que tu es en train de concevoir ta solution. Exact. Puis, tu sais, nous autres, on essaye de créer ce fameux momentum-là. Puis l'enjeu, c'est que ça arrive souvent que le premier momentum s'essouffle. Ouais. Honnêtement, 50% du temps, c'est de notre faute. Là, on a mal évalué une coupe d'affaires, puis là, il faut comme qu'on reprenne un step back, qu'on se réorganise, puis qu'on redéploie. T'as pas 3 chances. Ouais, t'en as une, puis si t'es chanceux, t'en as 2. Là. L'ennemi numéro 1 de l'engagement, c'est le cynisme. La minute qu'une goutte de cynisme est tombée dans ton verre d'eau, c'est comme une goutte d'encre dans un verre d'eau. Là. Exact. C'est ça. Des fois, t'es presque mieux de juste recommencer rendu là, même si ça coûte crissement beaucoup de cash. C'est quoi le coût le plus hot que tu as fait à date avec Half Serious? C'est soit le projet ou c'est quoi ta meilleure shot que tu as fait à date? Ben, peut-être ma réponse va te surprendre, mais je pense que la meilleure shot que j'ai faite jusqu'à date, c'est assembler mon équipe de management. OK. Oui, vas-y. Puis ça a été... va deep diver là-dedans. La première fois que ça m'est arrivé, c'était avec Clara. Puis je me rappelle que, tu sais, au début, quand tu es tout seul, tu t'improvises tout. T'sais. Puis très, très bon dans le fake it till you make it. Là. Fait que là, je fais des UI en Photoshop, puis whatever, ou je fais des maquettes. Puis là, d'un coup, tu embauches quelqu'un qui fait quelque chose en une demi-journée que tu te dis « Je suis une merde, là. Je désinstalle Adobe immédiatement. » Fait que là, après ça, je me suis concentré à faire plus de UX. Après ça, j'ai embauché Charles, puis j'ai fait... Fait que tu sais, cette séquence-là d'embaucher des gens qui livrent à un niveau qui était juste pas accessible, puis après ça, d'avoir le leadership, puis de comprendre la différence entre du management puis du leadership, puis plus tu avances, plus tu te concentres sur la partie leadership, puis comment créer une vision, les amener à cette place-là, libérer les obstacles en avant d'eux autres. Mais tu connais le reste de mon équipe, là, Phil, Ricky, ma soeur. Ta sœur, il y a comme tous ces gens-là qui s'ajoutent à l'équipe et qui sont... Comment tu fais pour les enabler à partir du moment où ils débarquent? Écoute, on va creuser là-dessus. Micromanagement, sujet de l'heure. C'est quoi la différence entre aider ces gens-là à accomplir leur mission, ce qui est positif, puis d'après toi, micromanager, qui est à quelque part négatif? Es-tu capable de... Oui, bien, je pense que le meilleur ouvrage là-dessus s'appelle The One Minute Manager. Je sais pas si tu as déjà lu. Non. Là. One Minute Manager, c'est vraiment une question de leadership contextuel. Fait que si tu arrives devant quelqu'un qui a jamais fait ça, ben tu dois être autocratique. Tu arrives et tu dis tu vas le faire de cette façon-là. Versus, il faut que tu réussisses à faire évoluer ton style de management par rapport à la compétence de cette personne-là dans son contexte. T'sais. Fait que je pourrais arriver, mettons, avec Daniel, mon directeur des finances. Si vient le temps de libérer la prochaine version du budget, je vais juste te dire, j'ai besoin de ce budget-là, voici ce qui me préoccupe, blablabla. Mais si, tout d'un coup, on arrive dans un autre contexte où il faut convaincre le manager d'une banque d'augmenter notre marge de crédit, ben je vais être beaucoup plus présent parce que la négociation en affaires, peut-être qu'il y a un petit peu moins d'expérience. Fait que je pense que... Puis le One Minute Manager, c'est un livre qui est ça d'épais, là, c'est rien. Là. C'est un bon ouvrage qui parle de leadership contextuel, de t'adapter à ce genre d'affaires. Faut être capable d'avoir plusieurs speeds. C'est un sport avec la même personne, même. Même avec la même personne, selon son contexte. Exactement. Fait que si, mettons, la personne, ça a super de l'expérience, c'est une brute, mais que là, elle est dans un topic qui est moins confortable, mais là, c'est plus de dire, hey, laisse-moi l'idée, celle-là, je vais te dire comment le faire, puis après ça, on s'ajuste. Versus si ta personne est vraiment meilleure que toi,
puis que c'est ton employé, mais qui est meilleur que toi, mais là, c'est plus l'encadrer dans ta vision puis dans la direction que tu voudrais que la personne prenne dans sa job. Puis ce que je trouve tough aussi là-dedans, c'est quand vient le temps de déléguer des tâches qui sont un petit peu plus complexes. Parce que là, ce qu'on vient de décrire, c'est comme faut faire de quoi, puis c'est là. Mais des fois, tu délègues des dossiers complets, tu sais. Ouais. Puis que ça, là, je considère pas encore que je suis complètement aussi bon que je voudrais. Tu sais, il y a un bout de temps où je faisais juste déléguer l'outcome que je voulais. Après ça, je me suis mis à capoter sur Miro. Puis là, je me dis, ben quand je délègue, je vais le déléguer avec un workflow. Est-ce que tu pourrais dire qu'il ne peut pas se tromper, tu sais? Puis tout le monde connaît Miro en passant. Oui, tout le OK, temps. bon, c'est excellent. fait que là, je me mettais à faire des petits dessins, tu sais. Fait que je trouve qu'aujourd'hui, tu sais, déléguer bien, ça reste que... Je le vois dans une couple d'étapes. Tu sais, soit genre, je te dis ce qu'il faut que tu fasses, puis tu le fais, puis je check. Soit, je veux ton opinion sur ce qu'il faudrait faire, tu sais, jusqu'à... Fais-les puis demande-moi le même pas. Il y a comme 5 ou 6 niveaux là, de ce genre de truc-là. Là. Je me rappelle pas de la théorie, mais à un moment donné, avant de déléguer, il faut quasiment que tu te le dises. T'sais. Est-ce que je te le délègue puis tu le fais, ou est-ce que j'ai besoin de ton avis puis que tu le fais, ou j'ai besoin de ton avis, mais moi, je vais le faire. C'est comme, il faut décider avant d'arriver dans la conversation, c'est quoi mon framework autour de cette délégation. Ouais, c'est souvent quelque chose qui est quand même mis de côté assez souvent. C'est quoi, tu dirais, la période la plus difficile que tu as vécue à date dans ton cheminement d'entrepreneur? Puis comment tu as passé au travers de ça? L'histoire que je raconte souvent, là, c'est... je pense qu'on s'est rendu à peu près une vingtaine d'employés, 18-20. Puis moi, j'ai eu un bout, à un moment donné, où j'ai pogné mon max. Je suis tombé, là, j'avais une boule dans la gorge, j'avais le goût de brailler, je me suis ramassé dans le divan, le bras sur les yeux. Là, j'étais avec Clara, justement, là, puis on jasait. Puis maintenant, elle me parlait, puis je me suis mis à plus comprendre ce qu'elle disait. Genre, ces mots faisaient juste plus de sens. Mon cerveau a fait... Il n'y a plus rien qui rentre, mais rien. Puis là... Hey, bébé, si t'écoutes ça, ça te fait-tu penser à quelqu'un, ça? Et là, j'étais comme, OK, j'étais en train de péter un plomb, là, ça marche plus. Puis tu sais, tu te mets à réfléchir à genre... Je me rappelle que la première pensée que j'ai eue, étrangement, c'est comme... Calice, Elon Musk, là, il gère 3 fucking compagnies. Là, puis moi, là, à 20, là, je suis à côté, je suis comme plus capable. Puis tu sais, là, tu te mets à te sentir cheap, tu te dis « what the fuck ». Puis en creusant un peu, je me suis rendu compte qu'au début, quand ma compagnie était tout petite, ma job, c'était de triper avec le client. J'étais beaucoup en avion, j'étais beaucoup avec le client, je l'aidais au travers, je faisais du conseil, tu sais. Puis là, où est-ce qu'on était rendu, ma job, c'était de faire de la tenue de livre, des suivis de projets. Je m'étais créé une job que j'haïssais. Je faisais juste des affaires que j'étais plus capable. T'sais. Puis c'est à peu près dans cette époque-là où je suis rentré dans EO, là, Entrepreneur Organization, puis quelqu'un m'a parlé de EOS, Traction. Ouais, que tu m'as expliqué. Puis que j'ai compris que moi, mon profil, c'était d'être visionnaire, puis que mes 5 priorités, ça devait être big vision, culture, big relationship, le légal, puis la finance. Puis à partir de ce moment-là, j'ai dit, OK, c'est juste ça, puis je vais me trouver un intégrateur. Puis ça a comme pris un an et demi, là, à essayer du monde, que ça marche pas, jusqu'à ce que Mané, Phil, il dit, là, je t'ai écoeuré que tu me mettes du monde qui me manage mal. Là, c'est Phil l'intégrateur? Oui, c'est Phil l'intégrateur. Ah, nice! Ouais. Puis c'est la plus grosse surprise, parce que c'est le CTO qui au début, me disait des phrases du genre... des vacances, ça se demande pas, ça s'annonce. Tu sais, puis genre, c'est le dernier qui voulait rentrer ses affaires dans le Jira, que tout d'un coup, aujourd'hui, a énormément évolué là-dedans. Puis c'est lui l'intégrateur de la business. Fait que l'intégrateur, ça sert à tout le monde pointe dans la même direction. Exact. C'est lui qui manage iOS. C'est lui qui manage le level 10 les lundis, comme on a fait ce matin. Fait que c'est lui qui met ça en place. Pour faire un parallèle avec ce qu'Éric dit, là, c'est souvent nous autres dans l'escadron, dans l'académie, on vous enseigne mission, vision, valeur, faire vos OKR, votre planification stratégique, vos budgets, c'est quoi vos grands objectifs. Bon, ben, tout ça, en fait, c'est pas mal défini par le visionnaire. Puis l'intégrateur, c'est lui qui va s'assurer de la rigueur dans la mise en place de tout ça. Tu as cette cam-là, je pense, qui est fermée. Fait que c'est pour ceux que ça intéresse, toutes les vidéos que je fais ou les webinaires, c'est souvent en lien avec iOS que j'ai dénaturé complètement puis que j'ai plus adapté pour la réalité de la construction. Mais si vous voulez lire le livre là-dessus,
C'est le meilleur livre à lire sur le sujet, c'est Traction, Traction par Gino Wickman. C'est vraiment extraordinaire. C'est un livre qui est facile à lire. C'est un manuel d'utilisation. J'aime bien Get a Grip aussi. Get a Grip, c'est comme Il est une plus histoire. facile. Oui, exactement. Souvent, dépendamment du style de la personne, je vais en donner un ou l'autre. Il y en a un qui est vraiment plus métaux, Ouais. puis l'autre, c'est comme une histoire d'une compagnie qui l'a implémenté. Moi, c'est le premier livre que j'ai lu en Get a vacances. Grip? Ouais. OK. Get a Grip, parce que c'est plus un page-turner. C'est comme un novella, un business novella. Ben toi, c'est que t'es plus justement dans le jaune-rouge, là, comme qu'on parlait Ouais, tantôt. ouais. Moi, je suis plus bleu, tu sais. Ah, Fait que ouais. moi, il faut que ça soit genre Ouais. des missions, puis des tâches, puis tout ça. Ouais. Puis j'aimerais ça qu'on switch de sujet un peu, puis qu'on s'attarde plus à la transformation numérique. OK. Parce que, tu sais, nous autres, chez Gros, nos projets là, vont varier entre 15 et 100 000, mettons, tu sais. OK. Toi, c'est pas la même patente, là. Des fois, tu sais, le client peut dépenser 100 000 par mois chez vous. Le plus petit client qu'on a dépense 150 000 par mois. C'est ça, fait que quand j'avais dit les amis que c'est pas cher ce que je fais là. Fait que d'après toi, c'est quoi, tu sais, une coupe de trucs, puis je sais que tu fais de la plus grosse entreprise, tu sais, mais c'est juste une coupe de trucs pour que l'entreprise puis l'entrepreneur se prépare à une transformation numérique. C'est quoi des tips que tu pourrais donner par rapport à ça? Bien, je pense premièrement qu'il faut qu'il y ait quelqu'un dans l'entreprise que c'est sa seule job. Il y a quelqu'un qui doit être le CEO de ce projet-là à l'intérieur de la compagnie parce que sinon, c'est juste trop facile. Tu sais, c'est le genre de sujet qui est super important, mais qui ne sera jamais urgent de faire la prochaine affaire. Tu sais. Fait que il y a quelqu'un qui doit se dire, moi, ma job, c'est de m'assurer que la technologie, pas nécessairement, elle soit bien faite parce que, honnêtement, le bout le plus facile là-dedans, c'est de la tech. Jamais on a livré une tech qui ne marchait pas. Ça n'arrive pas. C'est pas ça qui se passe. T'sais. Souvent, ce qui va se passer, c'est soit qu'on livre un produit pour une compagnie qui veut la déployer sur le marché puis que finalement, ils n'étaient pas prêts. Ils n'ont pas mis quelqu'un en place. Ils sont pas prêts parce que la technologie ne va pas faire la job tout seul. T'sais. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui... Sa seule job, sa seule priorité, c'est de se concentrer que cette technologie-là va se passer. T'sais. Fait qu'un genre de Chief Transformation Officer, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, mais quelqu'un qui se concentre juste à dire, à parler au monde et dire hey, ça s'en vient. Là. Dans 2 mois, on change, on passe des feuilles Excel à Monday, puis voici comment ça va se passer. Y a-t-il quelqu'un, c'est quoi les sentiments des gens? Qui est inquiet? Qui a hâte? Puis qui soit vraiment concentré sur l'adoption. L'adoption, c'est le seul problème en technologie. Ouais, c'est tellement beau ce que tu dis. En passant, c'est pas stagé. Là. C'est comme tu dis, nous, chez Gros, on a des bottlenecks technologiques parce qu'on base nos produits sur Monday qui fait en sorte qu'au lieu que ça coûte 100 000 par mois, ça coûte à peu près 100 000 pour une première phase. Ouais. 100 000, c'est gros. Là. C'est plus 50 000 pour une première phase. Mais ça prend quand même quelqu'un qui est 100% imputable. Nous, on l'appelle le product owner chez le client. Fait que c'est le porte-étendard du projet, puis qui se dit, OK, qui fait le pont avec tout le monde, puis qui s'assure qu'il y a une bonne direction. Puis même par-dessus ça, comme je t'expliquais dans le char tantôt, des fois, on fait des comités de gouvernance chez le client, que là, on dit, OK, mets ton directeur des opérations, ton directeur finance, ton CEO, l'adjointe exécutive, une fois par semaine, on se fait un touch point sur c'est quoi les enjeux, c'est quoi les délais, qu'est-ce qu'on a besoin, puis après ça, on avance, tu sais. Fait que nous, c'est que c'est plus en mode... on pourrait dire sprint. Là. C'est soit on défonce, on a 16 semaines, il faut que tout soit fini, il faut que ça soit opérationnel, puis après ça, on décrisse. Tandis que vous autres, c'est un nasty de long shot. Là, quelque chose d'assez mongol. Oui, puis souvent, les gens sont pas. Les gens qui vont finir par utiliser cette affaire-là ne sont pas consultés. Genre, ils se font annoncer qu'ils vont devoir se servir de ça. Puis ça ne leur tente pas, le timing n'était pas bon, fait qu'ils traînent les pieds, puis là, tout d'un coup, le retour sur l'investissement, ton investissement en technologie vient de prendre une méchante débarque parce que les gens... Si tu peux pas compter sur l'effort discrétionnaire de la personne, ça va être difficile d'embarquer. Exact. Tu fais de craquer, de créer une espèce de goodwill à l'interne pour que les gens, genre, tirent sur le produit plutôt que tu le pousses, là. C'est probablement la chose la plus importante à faire dans n'importe quel projet de transformation. T'assurer que ton équipe est engagée, motivée, puis que tout le monde va dans la même direction. En fait, c'est comme... souvent, c'est insupportable en essayant de trouver des petits mots qui n'existent pas. Là, mais souvent, je vais parler d'invertising, de faire des campagnes de pub. À l'intérieur. Mettons, là, nous, là, un de nos clients, c'est une minière. T'sais. Fait qu'il y a un gars dans son truck de 400 tonnes qui va devoir se servir d'une app pour faire quelque chose à un moment donné. Mais lui, là, je peux pas le convaincre. Il faut que je le transforme en fan de cette affaire-là puis qu'il a hâte que ça s'en vienne. C'est ça le véritable enjeu en transformation numérique. Là.
c'est de préparer l'adoption. C'est de faire en sorte que quand on va le mettre sur la table, là, il y a des gens qui vont le prendre avec enthousiasme. Ouais. La game, c'est là qu'elle se passe. Puis, est-ce que tu considères que c'est une responsabilité du fournisseur de service ou de l'entreprise de créer cet engouement-là? Je considère que c'est une responsabilité du leadership du client, mais il faut comprendre que probablement qu'ils ne savent pas comment, puis ils ont besoin de la personne qui fournit le service qui dit « voici le playbook ». Puis à partir du moment où surtout vous autres, si vos projets sont courts, c'est comme la minute qu'on se met à travailler là-dessus, vous autres, vous commencez à exécuter le playbook de votre côté. Parce exact. Que c'est ça. Fait que c'est eux autres qui doivent le faire clairement, mais il y a une responsabilité d'éducation qui vient du C'est un partnership rendu là. Ouais. Puis ça, encore une fois, c'est toi qui m'as sensibilisé là-dessus, là, que tu disais, toi, quand tu embarques dans un projet de tech, c'est un partnership que tu développes. Mais je dis pas trop partnership. Le mot partner me rend mal à l'aise des fois. OK. Parce que je trouve que, tu vois ça, je les trouve juste sur des sites web. Nous sommes le partenaire de... Puis là, t'es comme... Je trouve que c'est le client qui a le droit de décider si t'es un partenaire ou non. Parce qu'un partenaire, c'est quelqu'un que tu as le goût d'embarquer dans ta planification stratégique. C'est comme... Je trouve que puis ça, c'est juste moi peut-être, là, mais je trouve que partenaire, c'est une médaille que ton client te donne après que tu as mérité sa confiance. Ouais. Mais de se déclarer... Mais tu peux dire, je me comporte comme un partenaire, mais peut-être la chose la plus honnête, c'est de dire que je me comporte comme un conseiller stratégique. Ouais. T'sais. Fait que je suis pas juste là pour te fournir une solution, je suis là aussi pour te conseiller stratégiquement pour adopter ta solution. T'sais. Got it. Puis, tu sais, tu nous as donné un bon... En fait, je pense vraiment que c'est le plus important, honnêtement. Là. C'est de mobiliser les troupes pour une transformation numérique, c'est sûr. Sans... Là, j'aimerais savoir l'opposé. C'est quoi la pire erreur? Sans dire que la pire erreur, c'est de ne pas mobiliser tes trucs. Là. Mais ça serait quoi une grosse erreur que tu vois souvent en transfo puis tu fais « Calisse, OK, maintenant, je le vois venir quand ça va nous péter dans la face. » t'sais. Ben... la pire erreur, c'est d'accepter que le client, il sait ce qu'il veut. OK. Ah! Fait que nous... Toi, celle-là, Frank. Fait que, tu sais, la pire erreur sur un projet que j'ai jamais fait, c'est un client qui est arrivé puis qui a dit, je veux pas le nommer, mais tu sais c'est qui? C'est un client de Washington. OK, ouais. Puis qui est arrivé puis il a dit, voici la plateforme que je veux que vous construisiez. Puis souvent, le monde voit des plateformes comme une boule de feature. Les gens voient les produits comme des boules de feature. Fait que voici ma boule de feature que je veux que vous développiez. J'ai un carnet de commandes de VP ressources humaines qui vont embarquer là-dedans. Là. J'ai des commitments pour l'achat de cette chose-là. C'est une plateforme de recrutement. Fait que là, on est dit, ouais, mais d'habitude, on fait un travail de user research. Non, j'ai pas le budget, je peux pas payer pour ça. Je sais exactement ce que je veux. Je cherche quelqu'un qui le bâtit. Puis on a comme dit, OK, on va le faire, tu sais. Mais finalement, on l'a vraiment échappé parce que c'est une plateforme qui élimine le besoin d'un CV. Fait qu'eux autres, ils se sont dit, ben quand tu embauches des gens pour du retail ou de la restauration, sûrement c'est quelqu'un avec un secondaire 5. Là, on n'a rien à foutre de son expérience de whatever en format Word. Là, c'est comme, tu perds du temps à lire un CV qui est tout le temps dans un format différent. Genre, tu sais, quand tu y penses, it makes sense. It makes complete sense. Sauf que les gens qui targetaient, c'était des compagnies... excuse-moi, le user qui va utiliser la plateforme, c'est un recruteur. Puis le recruteur, là, il voit jamais les clients. Tout ce qu'il voit, c'est des PDF. Fait que là, si tu y as envoyé le CV, là, lui, là, il ne voit pas des candidats, il voit juste des PDF. Fait que là, tu y as enlevé l'outil qu'il utilisait, là, parce qu'il y en a qui les imprimaient et qui mettaient dans des piles. Là. Eux autres sont bons, eux autres sont moyens, eux autres sont pas bons. Tu m'as tout compté ça. Là, ouais. Puis là, eux autres, là, on a fait un système qui automatiquement matchait la job avec les candidats. Comme un Tinder. Oui, mais on a fait de l'algorithmie de haut niveau là, pour être capable de faire ce genre de match-là. Là. Fait qu'à la limite, c'est comme les maisons. On se dit, t'appelles ces 3 personnes-là. L'ordi a fait les calculs pour toi, là, c'est ces 3 personnes-là. Mais étant donné que les recruteurs, eux autres, s'il n'y avait pas de PDF, il n'y avait pas de candidat, eux autres, ils n'ont pas été capables de faire le saut, le mental leap, pour être capables de se rendre dans notre nouveau paradigme, puis ils ont décroché. Fait qu'à toutes les places où on vendait ça ne fonctionnait pas. Fait que tu sais, tu as le client d'un bar qui est convaincu, qui met la palette sur la table parce qu'il a le budget pour faire le projet. Tu as des VP qui ont dit, nous autres, on va le prendre, mais l'utilisateur dans le milieu, lui, jamais de la vie. Parce que c'est lui le plus important au final. Puis ça en revient justement presque encore à ton point A.
qui était la chose la plus importante, c'est d'engager le monde. Ben oui. Mais tu vois, même là, dans la pire erreur, tu as essayé de pas parler de ça. Mais au final, la pire erreur, c'est qu'ils n'ont pas engagé le monde. Ouais. Fait que si vous implantez un logiciel puis que vous ne demandez pas de l'aide en fait, s'il y a juste une personne qui fait ça sans consulter personne, c'est sûr que c'est de la merde. Ça, c'est sûr et certain. Puis il faut vraiment là, que vous organisiez un comité. Puis, tu sais, je comprends, là, si tu es tout seul dans ta compagnie et tu as 3 plombiers dans ta gang, je veux dire, un comité de transformation numérique, tu passes à côté, tu sais. Mais aussitôt que tu as un adjoint, un estimateur, un chargé de projet, une comptable à l'interne, vous êtes 3-4 dans le bureau, mobilisez tout le monde, assurez-vous que ça répond aux besoins de tout le monde. Vos surintendants, crissez-leur la patente dans les mains un avant-midi ou peu importe, mais tu sais, allez chercher du feedback. Tu sais. Si vous faites affaire avec gros, là, c'est sûr que vous n'avez pas ces enjeux-là, là, on sait ce qu'on fait. Là. Mais quand même, tu sais, mobiliser les gens, puis préparez-les, puis dites-leur que ça va être positif. Puis, tu sais, souvent, ce que je vois chez mes clients, c'est « Ah ouais, mais tu sais, tu le sais, là, les surintendants dans la construction, vous avez déjà un cynisme par rapport à votre transformation numérique puis à ce que vos surintendants, vos contremaîtres, vos employés vont penser de la technologie que vous voulez mettre en place. Il faut que vous soyez excités comme si vous venez d'acheter un hostie de pick-up de la mort ou peu importe, c'est censé être positif, une transformation numérique, parce que c'est tellement difficile que si les gens ne sont pas optimistes puis 100% engagés là-dedans, ça ne fonctionnera pas, vous allez perdre de l'argent. Puis ça peut être pire que ça. Une compagnie peut avoir les 2 genoux à terre là, parce que la transformation numérique ne s'est pas bien passée. Nous, on a un client que nous, on a fait, qu'on a sous-évalué la complexité de son entreprise. Puis Chris, il n'était pas capable de payer ses taxes à cause de nous autres. Là. Ah ouais. Parce que dans le fond, tout était dans le système. Puis on a fait un transfert trop vite. Puis honnêtement, on a vraiment mis all-in sur le projet. Fait à quelque part, on a juste appris. On n'a pas négliger certains aspects, c'est juste blindsidé, coup de poing d'en face, puis on s'en est sorti. Mais parce que n'importe qui t'implique pas dans le processus, c'est un détracteur potentiel. Exactement, c'est ça. Fait que, exactement, c'est en plein ça. Puis vous le savez, dans la construction, là, vous achetez un trailer de marque idéale, puis vous n'avez pas parlé à personne. Le foreman va dire « Ah, c'est marre ce trailer-là, le rack à échelle, c'est une poubelle. » C'est tout le temps de même, man, 100% du temps. Hey, j'aimerais ça qu'on finisse sur une dernier point. Encore une fois, un truc, mais pas en lien avec la transformation numérique. OK. Si tu avais un affaire que tu voudrais te dire à toi quand tu es parti en affaires, ça serait quoi? Ça serait quoi, genre, tu sais, Eric, regarde-moi, man, faut absolument que je te passe ce message-là, tu sais. Ça serait quoi? Un comité aviseur plus vite. There you go. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps avant de mettre un comité aviseur. Puis quand ils sont arrivés... Puis, tu sais, un comité aviseur composé de gens qui sont bons dans tes angles morts. Mais tu peux-tu expliquer, c'est quoi un comité aviseur? Un comité aviseur, bon, dans notre cas, nous, le comité aviseur, il y a 2 personnes dessus, mais j'ai comme un 2,5 comité aviseur. Puis pendant longtemps, moi, mon blind spot, c'est la comptabilité. J'haïs ça. J'aime ça j'aime ça inventer des concepts, motiver des équipes, être avec des clients. Mais la minute que tu me montres de quoi qu'il y a de l'air d'une feuille Excel, moi, je vois juste de la tapisserie. C'est comme une texture. Puis, un moment donné, j'ai monté mon comité aviseur parce qu'à un moment donné, je disais je trouvais ça tough, j'avais des problèmes de cash flow, mais je savais pas d'où ça venait. Puis je parlais dans une conférence, pas dans une conférence, excuse, dans un événement de EO. Puis là, je parlais à quelqu'un qui venait juste de vendre sa compagnie, puis qui a dit « Hey, t'as peut-être besoin d'un comité aviseur. » Je disais « OK, fine. » Puis que là, lui, c'est un super bon opérateur. Il a fait venir un gars qui a été CFO toute sa vie. Puis là, d'un coup, ils m'ont mis le nez dans mes chiffres. Puis ce que je trouvais cool, c'est comme si tu te payes des boss. Ça coûte rien, là. Ça coûte 500$ par rencontre, OK? Mais les autres, ils viennent, puis là, toi, tu dois leur donner tes chiffres du dernier trimestre. Parce que ça peut être... Moi, c'était les chiffres parce que c'est là où je suis pas bon, tu sais, mais ça aurait pu être mon plan de marketing si ça avait été ça ma faiblesse. Ouais. Là, je montre les choses, tu te fais questionner. Puis la première fois, ils m'ont tellement posé de questions, là, de choses que je savais pas, là, que le lendemain, là, je me sentais comme une merde. Là. J'ai appelé Robert, là, qui était le chef de mon CL, puis j'ai dit « Man, je pense que j'ai pas d'affaire à être en business. Genre, ça n'a pas de bon sens. » Puis lui, il m'a dit que quand il a fait venir un comité aviseur pour la première fois dans sa business, son general manager a donné sa démission le lendemain en disant, je suis comme, OK, ce rencontre-là m'a fait comprendre que je suis pourri, tu sais. Puis il a dit non, c'est beau. Fait que tu es supposé trouver ça tough. Puis souvent, tu fais ta présentation devant une couple d'employés clés, comme moi je le faisais avec le directeur des opérations, des finances. Puis après ça, t'es sors souper, puis là, au souper, ils sont fucking sanglants. Là, t'es juste tout seul avec eux autres. Là. Puis je me rappelle, à un moment donné, j'avais dit, ouais, ce client-là, il paye tard, tu sais, mais j'haïs ça. T'sais. Puis t'es habitué de te faire dire,
Oui, mais c'est pour ça que tu t'entoures de gens qui te complètent. Tu sais, t'es habitué à ce que le monde te flatte quand tu te plains, là, puis tu te fais un petit pity party à toi-même. Là. J'haïs ça, gosser mes clients quand ils me doivent de l'argent. Puis là, il est comme, man, c'est ton cash, c'est ta job. Tu l'appelles demain matin, puis tu demandes, il est où ton cash, tu sais. Puis là, je suis comme, OK, je suis habitué de me faire flatter, puis là, d'un coup, je me fais rentrer dedans, tu sais, mais ça a été ça. Puis je te dirais que la première année, là, toutes les rencontres étaient, j'arrivais chez nous, ma blonde était comme ça, va, j'étais épuisé, là, je me suis fait brasser. C'était quoi la fréquence de ces comités-là? Au début, c'était aux 60 jours. Maintenant, c'est rendu une fois par trimestre. OK. Mais ça, juste pour revenir à ta question, ça aurait été genre la première chose que j'aurais faite. La minute que j'ai comme 3 employés, j'aurais essayé de me trouver quelqu'un, comité aviseur, une place où parce que moi, je suis propriétaire de la business, j'ai pas d'investisseur, j'ai pas de partner. Fait que quand vient le temps de réfléchir, c'est facile de te complaire puis de dire, il y a personne qui te met de la pression, tu sais. Fait qu'en te faisant un comité aviseur, tu te forces à avoir du monde qui vient checker ce que tu as fait à tous les trimestres, puis ça te sharp up. Ah ouais, moi j'en ai un, là, un comité aviseur, c'est avec le propriétaire de l'immeuble ici. Okay. Là. Puis man, il nous défonce. Là. C'est ça que ça sert. Au mois de janvier, il a dit votre marge de profit, c'est à chier, man. Ouais. Là, pas de même, parce que c'est quelqu'un qui est quand même très respectueux, mais il est tough but fair, mais il est super tough. Ouais. Puis là, Cyborg, moi puis Charles, le lendemain, on était là, mais il nous a réaligné. Mettons, on était à 7% de profit au mois de janvier, puis là, on a fini au 31 mars à genre 14. Mais c'est parce qu'il nous a whip. Là, il nous a dit, le cash flow, c'est quoi ça? Si, Chris, vous n'êtes pas à votre affaire, les gars. Puis là, il arrive, tu sais, lui, c'est un master de la finance. OK. Fait, tac, 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 tac. Là, il faut que vous fassiez ça, il faut que vous fassiez ça, il faut que vous fassiez ça. Ça, c'est pas bien organisé. Il a brassé ma mère à comptabilité. Puis, tu sais, genre. Ouais, nous aussi, je me suis posé des questions. C'est souffrant. Combien tu là. dépenses en marketing en pourcentage de tes ventes? Là, je suis comme, man, je savais même pas que tu étais supposé savoir ça, tu sais. Fait que là, quand ça fait 10, tu sais, le premier comité aviseur, là, OK, puis en ressources humaines, c'est quoi ton ratio de ça, tu sais? Combien tu billes? C'est quoi ton top line divisé par ton nombre d'employés? J'ai jamais checké ça, fait que j'avais rien, j'avais aucune de ces réponses. Fait qu'à un moment donné, 15 questions de suite où tu le sais pas, tu finis par te sentir maillet en tabarnouche, là. Mais ça m'a sharpé up au bout. Ça a vraiment fait du bien. Ah, mais cool. Puis, écoute, c'est un peu ça ma job. Tu sais, dans le fond, quand je te disais là, que le matin, le mardi, mercredi, jeudi, 6h, 6h30, 7h, 7h30, je fais pas en ce moment, il y a juste un client dans lequel je suis dans un comité aviseur avec lui, 2 en fait. Sinon, le matin, c'est juste un petit réalignement que je fais avec ces clients-là. Mais tu sais, eux, ils me brassent aussi, en quelque sorte, là, mais moi, c'est ma job. Là, mettons, il y en a qui disent hey, moi, je vais être sorti de mes opérations dans 6 mois. Mais tu sais, il est passé de 20 à 70 employés en 2 ans, fait 80 millions de chiffre d'affaires. Je disais, hey, excuse-moi, mon pote, là, mais tu viens d'embaucher ton DG puis ta VP, t'en as pour 1 an, 1 an et demi. Là. Mais tu sais, au début, il va, tu sais, tu vois qu'il combat. Et puis, ils se disent, c'est bien vraiment. C'est juste de poser les bonnes questions puis de se faire poser les bonnes questions parce que. Tu sais, en tant qu'entrepreneur, là, on est des spécialistes à se raconter des histoires. Soit trop positives, ou soit qu'on est sa noix et bien raide, qu'on dit qu'on va te faire faillite. T'sais. Là, t'arrives quelqu'un de l'externe qui est là. Non, ça, c'est une complète qui vient te brasser. Mais... T'as-tu lu... excuse. Non, vas-y. T'as-tu lu Build It Backwards de Amazon? Non. C'est intéressant, lui, qu'est-ce qu'il faisait. Il est tout le temps... Tu sais, mettons, ton gars qui dit « Je veux sortir des opérations dans mettons, 1 an. » Tu dis « Ben, fais-moi, genre, 4 milestones avant qu'ils disent, OK, où est-ce que tu vas être rendu? » Puis en le faisant, tu sais, comme, mais là, il y a no fucking way. Moi, j'ai eu ça avec la vente. J'ai dit, OK, je vais être sorti de la vente d'ici. Puis ça n'avait aucun sens. Je suis toujours pas sorti de la vente. Non. Fait que quand tu finis par le bâtir backwards avec une coupe de milestones, tu te rends compte que, OK, mais ça marche pas pantoute. Drette ça. Tu le sais vite. C'est en plein ça. Hey, je vais faire un petit pitch de vente. C'est rare que je fais ça, mais tu m'as donné une idée, mon esti. Encore. Mais ceux que ça intéresserait, si vous êtes membre de l'Académie Escadron ou non, mais d'avoir justement de bâtir un comité aviseur puis qu'il y ait des gens comme moi ou des coachs de la construction qui viennent une fois par trimestre, une fois par 2 mois, qu'on fasse un meeting avec vous autres puis qu'on vous challenge sur vos chiffres, vos objectifs. Si vous aimeriez ça, mettre en place un comité aviseur, mettez ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Juste dire, hey, moi, comité aviseur, ça m'intéresse. Ça serait peut-être un service ou un accompagnement qu'on pourrait faire éventuellement. Dans l'escadron, c'est des coachings de groupe. C'est pas un comité aviseur, mais je pense que ça serait fucking intéressant qu'on commence à venir vous aider à mettre des comités aviseurs puis que vous ayez une autre perception sur votre business, qu'on check vos chiffres comptables, qu'on check votre marketing, qu'on check votre croissance de manière macro, mais qu'on vous challenge justement là-dessus pour vous donner une ligne directive dans votre croissance. Monsieur Bourget, merci encore d'être venu à cet extraordinaire podcast
podcast. Puis, plaisir. en passant, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été faire un petit tour chez Eric tantôt. Puis vous m'avez brassé, on va se le dire. Là, en fait, moi, je paye Eric un peu comme pour me challenger sur ma technologie, tout ça. Puis juste dans le meeting d'un heure de tantôt, j'étais là, asti, mais tout ce que tu me disais, c'était évident. Mais on dirait qu'on a besoin de se faire dire l'évidence par des gens en qui on a confiance pour se dire « Ah si, finalement, c'est ça, il faut que je fasse. » Comme l'autre affaire que tu as dit tantôt, que j'ai regardé Frank, là, les clients, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, là, ça, c'est sûr. Fait que, hey, merci tout le monde. Si vous pouvez me donner un petit like, un petit commentaire, encore une fois, super apprécié. C'est mon type de la journée. Soyez forts, mesdames et messieurs. Au revoir. Salut.